C'est très intéressant. Donc, je vais appeler maintenant le docteur Jean-Michel Devis, qui est anesthésiste à la Fondation Rothschild et qui va nous parler de nouveau d'organisation et du concept de circuit court et de circuit long. Et je ne vois pas Antoine... Ah si. Donc, et après, ce sera le professeur Antoine Brézin, qui est chirurgien ophtalmologique à Cochin, qui fera le commentaire. Merci. Bien. Messieurs, bonjour, mesdames, messieurs, bonjour. Donc, je suis effectivement honoré de venir vous parler aujourd'hui, parce que j'ai été l'externe de certains d'entre vous dans vos services, et malheureusement, je suis devenu anesthésiste. Et d'ailleurs, je me rends compte que je n'ai pas la tenue de rigueur du chirurgien, qui est le costume, cravate. Je suis vraiment désolé. Bien, donc je vais vous parler, je ne sais pas si le gène de l'organisation est porté par les femmes, mais sachez qu'il est implanté chez tous les anesthésistes et je vais vous le marquer. Je vais vous le montrer. Donc, je vais vous parler d'ambulatoire long et d'ambulatoire court. Voici la photographie du programme opératoire de mon hôpital, qui est un hôpital privé à but non lucratif, parisien, d'hier. Donc hier à 17h. Vous voyez apparaître des chirurgies en bleu clair et des chirurgies en vert. Et le vert, c'est la chirurgie ambulatoire. Donc vous constatez que l'immense majorité de la chirurgie dans mon établissement se fait en ambulatoire, vu que ça représente 63% de l'activité de l'hôpital. Et heureusement, car nous n'avons que 100 lits d'hospitalisation, en incluant les 30 lits d'unité de soins continus et réanimation, donc ce qui fait 70 lits de chirurgie, pour 14 000 actes de chirurgie par an. Donc de fait, l'ambulatoire est une obligation. Alors, nous avons créé dans notre établissement 2 circuits d'ambulatoire différents, et je vais vous expliquer pourquoi. La première chose, c'était une contrainte architecturale, c'est que nous sommes un tout petit établissement, et que nous pensions que ça serait difficile d'agrandir notre structure d'ambulatoire dans l'état où elle était. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est que si macroscopiquement, à l'échelle de la nation, l'ambulatoire, c'est une économie, microscopiquement, pour un hôpital, ça peut être la ruine si tous les lits, s'il transforme toute sa chirurgie en ambulatoire, car de fait, il n'y aura plus de lits d'hospitalisation. Mais pour nous, qui avons une volonté de croissance à 2 chiffres annuels depuis 15 ans, et que nous réalisons, eh bien, nous transformons régulièrement nos chirurgies d'hospitalisation en ambulatoire pour mettre des chirurgies plus lourdes dans nos lits d'hospitalisation. Donc, c'est une véritable stratégie locale. Et donc, notre projet est un projet tête et cou. Donc, je suis désolé pour les chirurgiens viscéraux, mais c'est que du tête et cou. Mais en revanche, adulte-enfant, donc on est sur l'ophtalmo, l'ORL, l'imagerie, la radiologie interventionnelle, avec des patientèles très extrêmes, avec des 0 ans, 800 grammes, et la dernière cataracte que j'ai faite il y a quelques jours, c'était 105 ans. Voilà. Donc, nous avons de fait une patientèle qui, le plus souvent, a des chirurgies peu douloureuses, mais en termes de nausées et vomissements, vous savez que la chirurgie du strabisme, notamment, et d'autres, a son cortège d'événements indésirables. Et en fait, nous avons travaillé sur ce qui est la durée de surveillance post-opératoire anticipable dans l'établissement. Pour faire quoi? Pour scinder les flux. Pour scinder les flux de la façon suivante, comme dans une entreprise, on essaye de mettre tous les actes identiques au même endroit, pour répéter de façon enchaînée à peu près toujours le même geste, et ceci est une garantie de qualité et d'efficacité et de rapidité. Donc on homogénise les prises en charge, on automatise les procédures, on a quasiment un calibrage des fiches de poste des infirmiers de ce qu'ils doivent faire exactement à l'endroit où ils sont, et tout ça permet un gain de temps et notamment l'intertemps, permettre au chirurgien de ne pas attendre entre 2 interventions. Quand il attend moins de 10 minutes, ça va. Quand il attend une demi-heure, c'est un problème. Enfin, l'architecture ne nous permettait pas de faire autrement. Donc nous avons créé 2 circuits, 2 structures différentes. Un circuit court qui était déterminé pour les patients qui avaient une association de une chirurgie compatible, sous anesthésie locale ou anesthésie loco-régionale, qui pouvait repartir debout, avec un délai d'obtention du score de sortie de la salle de réveil obtenu en moins de 30 minutes après la chirurgie, et une aptitude à la rue quasi équivalente à la sortie de la salle de réveil.
Voilà. Mais en chirurgie digestive, vous l'avez sur la hernie inguinale. Sur le circuit long, eh bien, c'était le reste, c'est-à-dire les patients ayant une anesthésie générale, donc de fait la pédiatrie, les patients handicapés, des délais d'obtention du score de sortie plus importants et des délais plus importants pour avoir une aptitude à la rue ou par exemple une amydalectomie où on sait que le chirurgien souhaite les garder 4 à 5 heures dans l'hôpital avant de leur permettre de sortir. Alors le circuit classique, une consultation chirurgicale, un bureau des rendez-vous qui fixe la date de consultation d'anesthésie, les patients sont vus en consultation d'anesthésie, c'est là qu'on fait tout. On leur explique les documents, l'ambulatoire, on leur donne les ordonnances dentalgiques pour après la chirurgie, l'ordonnance de douche à la bétadine qu'ils font à domicile pour éviter de perdre du temps dans l'hôpital. On leur explique la stratégie anesthésique, le circuit long qui est une flèche verte, donc ils doivent suivre au sol à partir de l'entrée dans l'hôpital tout le circuit vert, et le circuit court qui est pareil mais en rouge. Et puis on fixe, on dit lors de la consultation d'anesthésie à quelle heure ils doivent venir. Donc on leur dit vous devez être là à 9h30, à 11h, à 14h, c'est-à-dire que le programme opératoire se construit quasiment en consultation d'anesthésie. Et nous faisons une régulation des entrées afin d'éviter qu'on ait trop de patients ce jour-là. Parce qu'on a une capacité de prise en charge de patients ambulatoires maximum par jour de 80 patients. Il ne faudrait pas que ce même jour, il y ait 90 patients de prévus. Voilà. Donc ça, c'est un écueil. L'ambulatoire long n'a rien de spécifique. Alors attendez, ça c'est une flèche, c'est ça ? Voilà. Donc les patients arrivent par ici, ils sont accueillis à cet endroit-là, et puis on les amène dans un des 10 box, donc c'est des box c'est des groupes de 4 box, ici 4 box et ici encore 2 box, avec un poste de soins infirmiers, avec une marche en avant, c'est-à-dire qu'ils vont aller dans ce centre pour être préparés, avoir éventuellement leur prémédication, mais comme l'a dit un des intervenants, la prémédication en ambulatoire, c'est surtout la main compatissante du médecin et de l'infirmière, c'est sûrement pas les médicaments. Et après, le patient va en ambulatoire, se faire opérer, reste en salle de réveil, puis revient dans la structure, va retourner dans un des box, sûrement pas celui où il était quand il est arrivé, mais celui qui est disponible, hein, parce qu'il y a une rotation obligatoire. Et évidemment, ces box sont assez spartiates, confortables, mais pas de télévision. On ne leur donne pas à manger. Ceci leur donne l'obligation, quand ils se sentent bien, s'ils veulent avoir quelque chose de plus cosy, d'aller dans la salle de collation qui est très proche de la sortie. Donc, de fait. Alors, donc voilà, ils arrivent dans une salle d'attente. Vous voyez, le box est un peu spartiate. Et donc là, on voit... Ah ben non, on voit rien, je suis désolé. Voilà, bon, ça c'est le couloir du bloc opératoire, c'est l'endroit où on accède à l'entrée du bloc opératoire. Donc, les box sont ici, sont séparés par des rideaux, il n'y a pas de porte. Hein. Donc quelquefois c'est un peu bruyant, notamment quand vous avez un enfant dans le box d'à côté. Mais donc ça, comme les patients ont des chirurgies qui sont modérément douloureuses, quelquefois émétisantes, ils ont une vraie volonté à se dire que c'est mieux chez eux que chez nous, même si c'est très confortable. Alors ceci dit, voilà, on fait des enfants, donc il y a une salle de jeu où les enfants peuvent aller en préopératoire et post-opératoire, et voilà la salle de collation. Donc ceci n'a rien de spécifique. Les moyens qu'on y met, un agent d'accueil en 12 heures, 2 infirmières, et puis un cadre, parce qu'il faut toujours un cadre quelque part. Mais nous n'avons pas d'aide-soignant. Donc les patients vont dans tous les blocs, nous avons un bloc central, ces patients ne vont pas forcément dans le bloc d'ambulatoire. Hein. Donc si un chirurgien a sur son programme 8 chirurgies, dont 2 patients ambulatoires, il reste dans cette salle-là. Il ne va pas se promener à droite à gauche, on privilégie le confort du chirurgien. Et enfin, on utilise la salle de réveil qui est la plus proche de cette structure en bulle. Alors, les résultats rapidement. Donc, 2200 patients pris en charge, dont 40% d'enfants. Une moyenne de 15 par jour, c'est pas énorme, mais on peut monter jusqu'à 34. Je vous rappelle qu'il n'y a que 10 box, hein, donc ça implique des rotations tout de même. Évidemment, je suis dans un hôpital où il y a majoritairement de l'ophtalmo. Très peu d'échecs d'ambulatoire.
Et généralement, c'est l'horaire tardif, quoi. Quand le patient, il est 21h, 21h30, on lui dit, si vous voulez rester, vous restez, quoi. Voilà. La durée moyenne de séjour, en fait, c'est 6h15 à partir du moment où il est rentré dans l'hôpital, pas dans la structure, mais rentré dans l'hôpital. Donc un patient qui est convoqué, par exemple, à 7h du matin pour une chirurgie à 9h, va partir à 13h. La durée de présence dans l'ambulatoire long au sortir du bloc opératoire, c'est 3 heures. Et le maximum de rotation qu'on a réussi à faire, c'est 3,4 patients par place d'ambulatoire. Alors ça, c'est ça n'a rien d'exceptionnel. L'ambulatoire court, donc est à un autre endroit géographique. Ici, c'est le bloc opératoire. Vous avez ici. L'ambulatoire court, c'est 500 mètres carrés, avec des patients qui arrivent par le point 1, l'ascenseur, qui voient tout de suite un agent d'accueil, qui vont attendre dans une salle d'attente, qui vont aller après se changer à cet endroit-là, pour rentrer ici, s'asseoir. S'ils ont être perfusés, dilatés, s'ils ont une anesthésie loco-régionale, on va les placer au point 5. Et dès que ceci est fait, ils rentrent dans une des 5 salles d'opération qui sont ici. Dès que c'est fini, ils vont en salle de réveil, ils se remettent debout, ils repartent. Vous avez entre ici et ici 50 mètres pour la totalité de la prise en charge. Alors, donc c'est un peu spartiate et donc on est en train de le refaire pour que c'est un cachet un peu plus important. Donc voilà, la salle d'attente, les patients rentrent sur... Là c'est des chaises, maintenant c'est des fauteuils où on peut les perfuser. Après, non, c'est pas low cost, pas du tout. Les patients sont mis sur des brancards qui sont des strikers, donc c'est des tables d'opération. Donc une fois qu'ils sont sur cette table d'opération, lors de l'anesthésie loco-régionale, ils vont directement dans la salle d'opération et ils ressortent en salle de réveil où il y a 6 postes. Alors, voilà les temps moyens. Donc le patient est convoqué 1 heure avant la chirurgie, il est accueilli, il reste environ 5 minutes. Il y a une aide-soignante qui aide ces patients d'une moyenne d'âge de 74 ans à se déshabiller. Donc ça prend 5 minutes, ils vont sur le fauteuil, où on les perfuse, on les dilate, où il reste environ un quart d'heure au total. Alors maintenant, on commence à prendre l'habitude à ce que le patient aille dans sa salle d'opération debout, sur la table d'opération, plutôt que le mettre sur un brancard avec un brancardier qui pousse. Donc on est sur le patient qui met les chaussons type thalassothérapie qui va dans la salle d'opération. La chirurgie en moyenne, c'est entre 15 et 45 minutes, tout dépend de la qualité du chirurgien, on va dire. Une durée de surveillance minimum et une durée en salle d'attente qui est pas très importante d'ailleurs. Moyennant quoi, les moyens, nous avons 2 agents d'accueil, là encore, des brancardiers, là pour le coup, nous avons des casiers, des vestiaires, entrée-sortie, 8 fauteuils où on dilate, où on perfuse, quelques brancards, des postes monitorés. Nous avions 4 salles d'opération, donc maintenant 5, pardon. Et la surface totale, il faut savoir qu'il y a 50% de l'activité chirurgicale de mon établissement qui est faite sur 2% de la surface, en fait. Voilà. L'ambulatoire, c'est aussi ça, c'est-à-dire très peu de surface, beaucoup d'activité. Donc c'est pour ça qu'on va mettre un peu plus de cachet. Alors les résultats, donc 6220 patients adultes, pris en charge sur 4 jours, principalement on a ouvert un 5e jour du fait de l'augmentation de l'activité par semaine. Évidemment surtout de l'ophtalmo, cataracte, rétine, paupières, tout ce qu'on peut faire, un peu de canal carpien. On voit que les échecs sont exceptionnels, c'est ce qu'on appelle l'isolement majeur. C'est vraiment la personne âgée qui vit seule, qui habite loin et qui vraiment nous supplie de rester. Et quelquefois, on les garde un peu plus longtemps parce qu'ils font un petit malaise, se sentent pas bien. Et à ce moment-là, afin d'éviter une perturbation du circuit, on les envoie directement sur le secteur ambulatoire long. Parce que là, ils vont pouvoir y rester 2-3 heures. Donc la durée moyenne de séjour dans l'hôpital, d'un patient qui rentre dans l'hôpital pour se faire opérer de cette chirurgie-là et repartir, c'est 1h45, collation inclus. Et de fait, on a une rotation de, en moyenne, 10 patients par place d'ambulatoire. Alors, est-ce que les gens sont satisfaits?
Voilà, alors c'est scoré de 0 à 100. Si c'est 0, c'est très très mauvais. Si c'est 100, bah, c'est idéal. Donc il y a plein d'items. Bon, sur un petit collectif, 63 patients de l'ambulatoire court et 107 patients de l'ambulatoire long. Bon, on se rend compte que le taux de satisfaction en ambulatoire est très élevé, 95. En revanche, il est un peu plus court sur l'ambulatoire court. Et on voit que c'est l'information sur l'heure de sortie qui était pas bonne. En fait, quand on les voit en consultation d'anesthésie, on a tendance à leur dire vous allez sortir 1h30 après. Et quand ils sortent 2h30 ou 3h après, ils disent on m'avait vendu, j'avais mis 2 € dans le parc-mètre et je pensais que ça serait bon. Et les parc-mètres, c'est 2 heures. Parce qu'en plus, ils payent le parc-mètre. Ah, il n'y a pas de parking dans l'hôpital. Donc leur accompagnant met 2 € dans le... Voilà. Et il y a aussi la qualité de la collation, mais ça c'est normal parce qu'on est sur une collation à 60 centimes d'euros avec une madeleine et un jus d'orange, donc on va forcément changer ça. Voilà. La conclusion, parce que vous allez me dire, qu'est-ce que je peux importer de ces données-là sur mon hôpital? Voilà, parce que là on est sur quelque chose de très typique, très centré tête et cou. C'est que vraisemblablement la différenciation des flux, ça améliore franchement les organisations. Parce qu'on s'est rendu compte que quand on met nos patients ophtalmo en ambulatoire long, parce qu'on a décidé de fermer ce jour-là l'ambulatoire court, d'un coup on passe de 1h42 à 5h. Voilà, parce que voilà, il y a une lourdeur de la charge qui fait que voilà, on perd beaucoup de temps. C'est possiblement adaptable au sein des structures si vous modifiez vos programmes opératoires. C'est à vous de voir. Pour ça, pour réussir à réduire les temps, il faut raccourcir les distances entre les différents sites, c'est-à-dire l'endroit où ils sont accueillis, l'endroit où ils sont opérés et l'endroit où ils sont gardés après. Si vous avez des grandes distances, c'est du temps. Voilà. Et c'est pas parce que, et ça c'est un petit peu notre défaut, donc on va y remédier, c'est pas parce qu'on fait court et rapide qu'il faut léser le confort. Et donc voilà, il faut essayer de faire rapide et agréable. Et nous, manifestement, on n'est pas encore top sur le agréable, donc c'est pour ça qu'on est en train de mettre un peu de sous là-dessus. Je vous remercie. Merci beaucoup, c'est très nouveau et ça nous fait réfléchir. Voilà, alors Antoine Brézin, qui est chirurgien, professeur de chirurgie ophtalmo, qui a une grosse unité de chirurgie ambulatoire aussi à Cochin. Et donc, merci de tes questions, commentaires. Merci de m'avoir invité. Merci pour cette très belle communication. Puis alors, ça m'a beaucoup plu et j'ai plein de remarques et de commentaires à faire. Alors, j'en ai un qui dépasse un peu cette communication-là, mais qui regroupe un peu ce que j'ai entendu au cours de l'après-midi et qui vient de discussions que j'ai avec des économistes de la santé. Je pense à Claude Le Pen, notamment, sans rapport avec Claude Le Pen. 50 000 lits de chirurgie en trop probablement en France. C'est les stands qu'on met là où on faisait autrefois de la chirurgie de pontage, c'est la radiologie interventionnelle, là on faisait de l'intervention, c'est l'ambulatoire. Donc 50 000 lits de chirurgie en trop en France qu'il va falloir supprimer et nos politiques sont beaucoup plus lâches que ne sont les gens qui sont dans cette salle pour avoir le courage de les fermer, ces petits services de chirurgie qu'on pourrait reconvertir parce que avec l'ambulatoire, évidemment, on a besoin beaucoup moins de lits de chirurgie. 50 000 lits de chirurgie, il y a en moyenne 3 emplois par lit et le coût d'un emploi, c'est à peu près 45 000 € charges comprises. Ça fait, avant même qu'on ait payé l'eau, le gaz, l'électricité, le plombier pour ces lits, ça fait 6,75 milliards d'euros par an qui sont gâchés avec ces 50 000 lits de chirurgie en trop. Et je pense que, peut-être en conclusion de cette séance, il faut avoir le courage de regarder ces chiffres et de dialoguer avec les économistes de la santé. Alors, pour revenir à la communication brillante, moi j'ai été surpris dans les chiffres, et ça sera la première de mes questions, avant quelques autres commentaires, sur 70 lits à la Fondation Rothschild. Alors, on est en train, vous le savez peut-être, certains d'entre vous, de construire un centre qu'on espère aussi beau que la Fondation Rothschild ou les 15-20, qui regroupera à la PHP un centre lourd qui sera Cochin, la Rivoisière, Hôtel-Dieu réunis à l'horizon fin 2016, début 2017 sur Cochin. On a la chance de partir avec une feuille blanche. On sait qu'on fera 10 000 interventions, qu'on verra 100 000 patients par an et on a prévu 14 lits. Donc 70 lits, c'est beaucoup quand même. Vous les occupez ? C'est 70 lits pour la neurochir, l'ORL, l'ophtalmo. L'ophtalmo chez nous, c'est donc
8500 actes par an qui sont faits sur 21 lits. Et dedans, on met aussi les uvéites, les endophtalmies, etc. Voilà. Je comprends mieux, 21 ça me va mieux, on est à peu près dans les ordres de grandeur, donc, et je pense que peut-être vous avez peut-être encore du gras, peut-être. Il y a un mot qui n'a pas été prononcé cet après-midi, qui est un mot très important, mais tu as parlé de standardisation, en fait, tu as parlé de protocole, et il y a un mot qui est tabou, mais qu'on n'aime pas dans nos métiers, mais qu'il va falloir qu'on utilise, c'est industrialisation. On voit bien qu'on est en train de créer, j'ai presque honte, mais je me cache derrière le micro, mais des usines de chirurgie. Moi, ce matin, j'ai opéré beaucoup et vite, et le plus vite possible pour venir à temps ici, mais j'avais l'impression d'être un peu comme Charlie Chaplin dans les temps modernes, hein, je claque, je faisais ma cataracte, 13,9 minutes en moyenne, et finalement, j'étais dans un process qui est totalement industriel. Bon. Avec le chirurgien, l'anesthésiste, qui sont un des pions dans ces rouages industriels. Il va falloir qu'on utilise le mot. Alors, circuit long, circuit court, c'est la réalité des faits, mais il y a quelque chose qui ressort tout à fait de ta communication, c'est que finalement, tu es l'héritier d'une architecture qui n'était pas faite pour ça. Quand le baron a fait la fondation Rothschild, clairement, il n'avait pas fait l'ambulatoire. Et j'ai l'impression que dans beaucoup de centres, finalement, on est les victimes d'hôpitaux qui sont quand même... il y a des hôpitaux flambant neufs, il n'y en a pas beaucoup en France. Donc circuit long, circuit court, on voit bien qu'il y a un bloc en but, mais qu'il est un peu saturé, il n'est pas forcément disponible. Finalement, si tu le dessinais avec une feuille blanche... Aujourd'hui, là, si tu avais la chance d'avoir ce que nous on va avoir, ça, on a mis longtemps, on l'attend toujours, mais quand ça arrivera en 2017, nous on a conçu un seul bloc. Alors évidemment, il y en a qui passeront dans un fast track, d'autres un middle, un peu plus lent. Mais est-ce que vraiment tu ferais 2 blocs avec 2 approvisionnements, 2 cadres, tu l'as dit, ou est-ce que tu ferais pas un seul bloc si tu pouvais le faire? Alors moi, si je devais faire 2 structures ambulatoires, alors par rapport à mon activité, je continuerai à faire 2 blocs différents parce que je me rends compte à quel point, quand on est dans un processus industriel rapide, le simple fait de mettre un patient qui dure plus longtemps désorganise le reste. Voilà, donc ça c'est sûr. En revanche, il y a quelque chose qui me gêne dans les structures ambulatoires actuelles, et je vois que en Colombie, enfin c'est en Colombie, en Argentine, excusez-moi, en Argentine, ils ont des excellentes idées. C'est que leur structure ambulatoire, qui peut être énorme, ils peuvent adapter leurs moyens. C'est-à-dire que moi, je trouve ça très bien qu'une structure ambulatoire long ne ferme pas la nuit. C'est juste qu'au début, on a mis 40 lits d'ambulatoire. Et là-dessus, on anticipe 1 ou 2 échecs. Et ces échecs-là, possiblement, on n'a pas besoin de les sortir. Et donc, on a prévu qu'au lieu d'avoir 4 infirmières sur la structure, la nuit, il n'y en a qu'une. Et à mon avis, si je devais réfléchir ambulatoire, je réfléchirais comme ça maintenant. Sur l'échec in situ que je garde, et voilà. Okay, mais alors on a bien vu que les taux d'échec sont vraiment extrêmement faibles, et c'est l'expérience de toutes les structures qui travaillent avec des chirurgiens et des anesthésistes expérimentés. Alors ensuite, moi j'ai un peu tiqué sur il faut que ça soit inconfortable pour que le patient ait envie de rentrer chez lui le plus vite possible, que la nourriture soit pas trop bonne pour qu'il ait envie de rentrer, se faire un peu mieux à la maison. Voilà, ce sont des choses qui sont très concurrentielles. Alors, on vous concurrencera là-dessus parce que nous, ça va être très confortable. Parce que c'est clair que on est à la fois dans un processus industriel, mais on voit bien dans l'ophtalmologie, je dis ça à boutade à part, et bien sûr, on est complémentaires, on travaille très bien. Il y a pas assez d'ophtalmologie pour les besoins d'une population qui est vieillissante. Mais on voit que les établissements privés qui font de la concurrence aux établissements, aux ESPIC, aux établissements publics, vraiment travaillent beaucoup sur cette notion de confort. Donc il faut faire très court, mais très confortable. Et on voit un peu ce qui se passe avec les compagnies aériennes. J'ai pensé au repas à 2 euros à 0,60 centimes. On est un peu dans les compagnies aériennes. Il y a celles où il faut payer le snack et on n'est pas content. Et puis il y a celles dans lesquelles on nous apporte un petit quelque chose, même quand on fait un Paris-Amsterdam. Nous on travaille comme ça, c'est-à-dire que s'ils sont en horaire de repas, s'ils ont de la chance, ils ont le repas. S'ils sont pas en horaire de repas, ils ont juste la collation. Mais on a un peu réfléchi Air France. Mais on voit bien que toutes ces notions, qui sont des notions d'accueil, de confort, de tout ce qui est le périambulatoire, vont être très importantes. On voit bien aussi qu'on va être dans des revendications de patients qui sont de pire en pire.
Moi, j'ai des scènes régulièrement parce que Madame Durand, que je vois à 14h, est pas contente parce qu'elle est passée après Madame Dupont, que j'ai vue à 13h30. Et elle trouve que c'est pas juste. Et je l'ai beau expliquer que quand j'ai commencé mon métier, les gens restaient une semaine, puis ensuite 3 jours, un jour. Et que là, ils sont en train de se disputer parce que pour savoir laquelle va être vue la première, alors que pour une demi-heure près, eh bien, les patients sont épouvantablement exigeants. Alors, une dernière question après ce commentaire. Est-ce que nous revoyons nos patients le jour même pour pas qu'ils aient à revenir le lendemain? Et ça fait partie du process. On considère que l'examen de J0 évite ce qui est très pénible pour le patient, surtout en région parisienne où les transports sont quand même pas très faciles et c'est pas des gens... Tu as dit 105 ans. Bon, 105 ans, le miracle, c'est pas qu'elle ait été opérée, c'est qu'elle n'ait pas été opérée avant, qui est le vrai miracle. Mais donc, 105 ans, on va pas la remettre dans les transports en commun. Donc, est-ce que vous faites, vous aussi, est-ce que vos chirurgiens font de l'examen le jour même pour éviter aux patients de revenir le lendemain, se faire réexaminer, ce qui est extrêmement pénible et contraignant dans ce genre d'organisation? Et c'est ma dernière question, et merci. Alors, l'examen post-opératoire le jour même, ça perturbe énormément notre circuit. Donc, si les chirurgiens souhaitent le faire, on les fait sortir de la structure ambulatoire et ils vont dans un secteur de consultation. Mais grosso modo, je pense que les chirurgiens ophtalmos doivent surtout se poser la question de savoir si c'est utile, cette visite post-opératoire à J1. Et je suis même pas sûr que celle du jour même. Je me pose même la question de savoir si à la fin de la chirurgie, ils ne savent pas si leur geste opératoire est réussi ou pas. Voilà. Donc à la Fondation, l'examen à J1 est encore fait. On a essayé de le faire à J0 parce que le professeur Isabelle Cocheroy a cette habitude-là à Angers et puis elle l'a abandonné finalement parce que ça perturbait trop les affaires. Voilà. Donc on est plus sur le retour à J1 et donc vous pourrez être concurrentiel là-dessus. Mais je vous souhaite bien du courage pour nous concurrencer. Merci. Bravo. En votre nom, je remercie l'organisatrice et son collègue qui est parti, et tous les orateurs. Et ce que j'aurais aimé, c'est que chacun dans sa présentation, y compris ceux qui ont fait des commentaires, résume en quelques points des messages à faire passer. Et on pourrait éditer une page de recommandations sur la chirurgie ambulatoire et sur les principaux points qu'on a entendu cet après-midi, et j'aimerais bien que Corinne Vons centralise ses réponses. D'accord ? Merci. Merci à tout le monde.